Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que cette période de confinement se passe pour le mieux, que vous trouvez quand même un petit peu le moment de travailler. Et donc aujourd'hui, comme prévu, nous nous retrouvons pour corriger les questions que je vous avais posées concernant donc à la fois ce nouveau chapitre et ce nouveau thème. Nous commençons donc le thème 4 du programme d'histoire, thème 4 qui porte sur les différents échelons de gouvernement ou de gouvernance depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un thème que nous allons diviser en 3 chapitres. Le premier que nous commencerons dès aujourd'hui concerne l'échelon de l'État-nation. L'État-nation étant le seul échelon de gouvernement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque l'État-nation, qui est une structure politique qui se met en place en Europe au début du 19e siècle, on peut dire même qu'en France, par exemple, l'organisation étatique remonte est antérieure à ce 19e siècle, mais disons que le 19e siècle est un petit peu l'âge d'or des nationalismes, des États-nations sur le continent européen. Ces États-nations vont s'imposer au cours du XXe siècle à travers le monde, avec notamment le mouvement des décolonisations. C'est le modèle de référence en termes d'action politique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis la Seconde Guerre mondiale va remettre en cause un petit peu cette omniprésence de l'État-nation à cause de 2 facteurs, comme vous l'avez noté dans l'introduction. Le premier est lié à l'impasse dans laquelle est arrivé le nationalisme à travers notamment ses formes les plus exacerbées que sont le nazisme et le fascisme. Donc cette remise en cause, ce discrédit en quelque sorte qui va toucher l'État-nation avec cette déviance qu'est le nationalisme, va questionner la communauté internationale. Si on ajoute à ça aussi l'impuissance, l'incapacité des États-nations à résoudre la crise économique de 1929, eh bien, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale s'interroge de plus en plus sur la pertinence de compléter cet État-nation d'autres échelons. Alors c'est le cas en Europe, par exemple, avec la construction économique et politique d'une Europe unifiée, qui va d'abord s'appeler la CEE, Communauté économique européenne, puis l'Union européenne que nous connaissons actuellement. Donc cet échelon continental, en quelque sorte, va de plus en plus, on va le voir durant l'après-Seconde Guerre mondiale et surtout à partir des années 1970, concurrencer l'État-nation. Et puis une troisième strate, en quelque sorte, va se rajouter avec l'échelon mondial qui avait eu du mal, on s'en souvient, à s'imposer à la fin de la Première Guerre mondiale. La SDN, on l'a vu, elle avait été en quelque sorte une coquille vide et n'avait pu empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, justement, la communauté internationale, notamment les alliés, les pays vainqueurs, veulent se doter d'organisations, d'organes de gouvernance à l'échelon mondial qui seront en capacité de prendre des décisions, de trouver des solutions aux problèmes politiques d'une part. Bon, c'est l'ONU qui est censé répondre à cet enjeu, à ce défi, mais aussi, on va le voir, dans le domaine économique et financier. De nouveaux organismes, de nouvelles organisations, telles que le FMI, la Banque mondiale, et d'autres, eh bien, vont jouer un rôle de plus en plus important dans cette forme de gouvernance. Nous expliquerons plus en détail la
définition de ce terme. Retenez pour le moment que c'est une forme de gouvernement qui va associer plusieurs acteurs économiques notamment, mais pas seulement, qui vont avoir un rôle dans les prises de décision, et ce, comme je l'ai dit, à l'échelon mondial. Alors, la première partie de la leçon portait sur l'État-nation, car au sortir de la Seconde Guerre mondiale, même si je l'ai dit, de nouveaux échelons apparaissent, de nouveaux acteurs à l'échelle continentale et mondiale font leur apparition. Il n'empêche que, en France notamment, l'État-nation continue de jouer un rôle majeur. Et c'est d'autant plus vrai dans la période de reconstruction qui va caractériser le pays de la fin des années 40 jusqu'aux années 1950. Cette place de l'État-nation va être d'autant plus forte dans un contexte d'État-providence. Nous expliquerons ce qu'est ce terme. C'est un concept qui va s'imposer dans tous les pays quasiment d'Europe occidentale dans l'immédiate après-guerre, et donc va remettre vraiment au centre du jeu le rôle de l'État dans les prises de décision, aussi bien au niveau politique, économique que social. Nous verrons d'ailleurs que cet âge d'or, en quelque sorte, de l'État-nation va durer jusqu'à la fin des années 1970. On peut dire grosso modo que ça correspond à la période des 30 Glorieuses, et qu'ensuite, par contre, une deuxième période, donc à partir de la fin des années 1970, années 1980, va succéder à la première, une période où l'État va être en recul. Il va être en recul à cause d'une part de la crise économique qui, vous le savez, dans les années 70 va remettre en cause un certain nombre de certitudes, notamment la place de l'État dans l'économie, ce fameux État-providence va être un petit peu accusé de tous les maux. Et puis, si l'État-nation recule à partir des années 70-80, c'est lié aussi à la montée en puissance de la construction européenne, qui fait que l'Union européenne, comme on va l'appeler désormais, eh bien, va avoir de plus en plus de prérogatives dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, et ces prérogatives vont empiéter en quelque sorte sur celles de l'État-nation, sur la souveraineté des États. Et si on rajoute à ça le contexte de mondialisation triomphante à partir des années 80, qui fait que là aussi de nouveaux acteurs vont apparaître et vont jouer un rôle grandissant dans les prises de décision, dans la résolution de problèmes économiques, financiers notamment, et qui vont montrer un petit peu les limites du champ d'action des États-nations. Donc tous ces facteurs, sur lesquels on reviendra bien sûr plus en détail dans les prochaines leçons, vont faire que, donc, après une période où l'État-nation joue un rôle majeur, joue un rôle moteur dans le domaine politique, économique, social, et bien à partir des années 70-80, l'État-nation va être en recul. C'est vrai dans tous les pays d'Europe, c'est vrai aussi en France, avec toutefois des spécificités françaises liées au fait qu'en France, l'État a un rôle historique très particulier. Et c'est ce qui explique que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a en France un certain nombre de résistances par rapport à ce recul de l'État-nation qui est une évolution mondiale, comme je l'ai dit, mais d'autant plus vrai dans les pays d'Europe occidentale, donc les pays développés. Donc, dans un premier temps, il s'agissait de parler de la période qui va de 1945 aux années 1970, donc leçon que j'ai intitulée un État interventionniste. Le but des questions que je vous avais données était de répondre à la problématique: pourquoi l'État occupe-t-il une place particulière en France? Alors la première question
Je vous demandais de faire un petit peu d'histoire. Quel a été le rôle historique de l'État en France? Eh bien, en France, on peut dire que l'État a construit la nation. Hein. À la différence d'autres États européens, l'État a précédé la nation. Hein. C'est-à-dire que, et ça remonte avant même la Révolution française, puisque la deuxième question, hein, quel événement historique va jouer un rôle majeur dans la construction de l'État-nation en France, c'est bien entendu la Révolution française, qui va apporter un certain nombre d'organisations, de créations qui perdurent toujours aujourd'hui, comme par exemple les départements, les lycées ou autres formes d'organisation dites républicaines. Mais l'État en France, il a même été antérieur à la Révolution française. Et déjà à l'époque de la monarchie absolue, l'État se construit avant même que la nation n'existe, c'est-à-dire avant que le peuple français ait conscience d'appartenir à une même communauté nationale. Hein, et jusqu'à la Révolution française, d'ailleurs, le sentiment d'appartenance nationale est très faible. Hein. Il est surtout lié à sa région, son village d'origine, plus que fait d'être un sujet français, comme on était appelé à l'époque, et par la suite citoyen français. Donc en France, vous voyez, l'État, historiquement, a devancer la nation, à la différence d'autres États européens comme l'Italie, l'Allemagne par exemple, si vous vous souvenez votre cours d'histoire de collège ou de première, la nation italienne existait avant que l'Italie n'existe en tant qu'État. Même chose pour l'Allemagne ou pour d'autres États à travers le monde. Hein. Nous avons actuellement même certaines nations, hein, c'est-à-dire des peuples qui constituent une nation qui n'ont toujours pas d'État. Hein. On l'avait vu dans le précédent chapitre sur le Proche-Orient notamment, comme les Kurdes, comme les Palestiniens. Hein. Donc c'est encore aujourd'hui, toutes les nations, tous les peuples n'ont pas d'État. Donc en France, l'État a été vraiment un petit peu précurseur, y compris de la nation. Donc deuxième question, je l'ai dit, la Révolution française va jouer bien sûr un rôle accélérateur et va avoir ensuite une influence sur toute l'Europe dans justement la constitution de ces États-nations hein, qui vont d'abord avoir lieu en Europe, puis en Amérique et enfin dans le reste du monde, notamment à partir de l'entre-deux-guerres au XXe siècle. Alors, troisième question, quel rôle joue l'État dans le domaine économique après la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, vous aviez quelques exemples qui vous montraient que l'État va jouer un rôle organisationnel, un rôle dirigiste et un rôle planificateur. Hein, c'est-à-dire que l'État ne va pas se contenter de contrôler l'économie, de limiter certains excès, mais il va être le principal acteur économique dans la période d'après-guerre. Pour preuve, les nationalisations hein, qui vont se multiplier après la Seconde Guerre mondiale, alors qui répondent à deux situations. La première, c'est une manière de punir, entre guillemets, les patrons qui ont... petit trou, excusez-moi, qui ont collaboré, merci, qui ont collaboré avec l'occupant nazi. C'est le cas de Renault, par exemple. Donc Renault, qui était une entreprise privée, va être nationalisée, c'est-à-dire que l'État va prendre possession de l'outil de production, va prendre possession de ses usines, va prendre possession de la marque. Et Renault, hein, et ce jusqu'aux années, on le verra, 90, va être une entreprise publique. Hein. Alors, ça, c'est une première raison qui explique la nationalisation de certaines entreprises. La deuxième raison, elle est d'ordre stratégique. Hein, c'est-à-dire que l'État, on l'a dit, hein, va jouer un rôle organisationnel, un rôle dirigiste. Hein, c'est celui qui va être en gros aux manettes de l'économie, notamment dans le but de reconstruire le pays. Et donc, l'État va nationaliser les secteurs qu'il estime stratégiques, l'énergie, l'électricité, les transports, électricité, gaz, charbon. À l'époque, le charbon était une source d'énergie majeure, à la différence d'aujourd'hui. Les transports, hein, la SNCF notamment, hein, les transports ferroviaires, Air France, le transport aérien, les banques,
hein. La plupart donc des banques vont être nationalisées. Donc tous les secteurs dont on estime qu'ils sont stratégiques et qu'ils doivent rendre à la population ce qu'on appelle un service public, c'est-à-dire ce souci de rendre accessible au plus grand nombre des services dont on estime qu'ils sont vitaux, hein, ou fondamentaux pour tout citoyen, quelles que soient leurs conditions sociales. À ce sujet, vous verrez en dessous du lien de cette vidéo, donc il y a un complément à la correction qui est un lien vers un documentaire qui porte sur la publicité durant les 30 Glorieuses et qui montre comment, à travers les différentes publicités qui vont se développer durant la période, eh bien, l'État va d'une part nationaliser, va jouer un rôle, je l'ai dit, dirigiste dans l'économie, hein. Donc c'est une manière un peu ludique de voir, d'étudier cette période et le rôle majeur, hein, le rôle central que va jouer l'État français dans l'économie du pays. Mais aussi, c'était l'objet de la question 4, dans le domaine social et scolaire. Alors, je me suis rendu compte après coup que ce qui concernait le domaine scolaire, il n'y avait pas grand-chose dans les documents pour me permettre de répondre à la question. Donc c'était surtout dans le domaine social, hein. Donc dans le domaine social, eh bien, il fallait parler du rôle solidaire, du rôle égalitaire que va avoir l'État pour permettre à toute la population, notamment aux plus fragiles, et bien d'avoir accès, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un peu l'idée des services publics, aux biens et aux services fondamentaux, vitaux, pardon, mais aussi de pouvoir d'avoir un rôle redistributeur. Ça, c'est une caractéristique de l'État-providence, c'est-à-dire qu'il y a slogan, hein, qui circule et qui est attaché généralement à la création de la sécurité sociale, hein. Voilà l'organisme social qui symbolise, qui résume à lui tout seul cette volonté de solidarité qui va guider l'État dans cette période d'après-guerre, hein, en mettant à l'abri tous les Français du besoin, notamment face à la maladie, face aux accidents, face à la vieillesse. Et donc, le slogan, en quelque sorte, de cette sécurité sociale, c'est à chacun selon ses besoins, hein, et c'est-à-dire chacun doit recevoir en fonction de ce dont il a besoin, hein, et chacun selon ses capacités en termes de financement, c'est-à-dire que chacun va participer à ce pot commun en quelque sorte qu'est la sécurité sociale, et bien en fonction de ses revenus. Et donc une personne, une entreprise dont les revenus sont importants vont cotiser davantage pour ce pot commun qu'est la sécurité sociale qu'une personne dont les revenus sont modestes. Et ensuite, ça va être distribué non pas en fonction de ce qu'on a mis dans le pot commun, mais en fonction de ses besoins, hein. Donc on est dans le principe même de la solidarité nationale, solidarité intergénérationnelle, qui prévaut toujours, hein, dans notre sécurité sociale, même si à l'heure actuelle elle traverse certaines difficultés, on y reviendra plus tard. Donc voilà, je vous conseille de regarder un petit peu le lien que je vous ai mis sur la page de la plateforme Pronote dans la partie cours en dessous de ma vidéo. Concernant le domaine scolaire, bon, vous n'aviez pas vraiment dans les documents de matière pour répondre à la question, donc on peut dire que l'État là aussi va jouer un rôle de plus en plus important, de plus en plus central, de plus en plus dirigiste, hein, en rendant l'école, en démocratisant l'école, notamment l'enseignement secondaire, hein. Jusqu'alors, l'enseignement primaire, depuis les lois Ferry, l'école était gratuite, laïque, obligatoire, donc tous les Françaises et les Français étaient scolarisés jusqu'au certificat d'études, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 11 ans, hein, ça équivaut grosso modo au CM2. La suite, bon, c'était plus inégal, hein. La situation était plus inégale selon notamment la situation sociale de chaque Français. Donc l'enseignement du second degré, hein, c'est-à-dire les collèges et lycées actuels, va être considérablement démocratisé. Une mesure va être prise notamment
allongeant l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, hein, ce qui fait que de fait, eh bien, tous les Français vont pouvoir être scolarisés, éduqués jusqu'à au moins l'âge de 16 ans. Hein, et cette cette scolarité va devenir entièrement gratuite, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Donc vous le voyez, cet esprit de solidarité va guider la politique économique, sociale et scolaire du pays durant ces 30 glorieuses. Voilà ce qu'on pouvait dire de manière très rapide sur cette période et qui expliquait donc pourquoi l'État allait occuper une place si particulière en France. Donc ça obéit à des raisons historiques, on l'a dit, à des raisons plus conjoncturelles, hein, c'est-à-dire on est dans une période de reconstruction, l'État veut avoir les moyens de ses ambitions en quelque sorte, hein, et refaire de la France une grande puissance. Donc l'État va prendre les manettes, va diriger la reconstruction, va diriger ensuite cette période de croissance économique très forte qui va caractériser la France et tous les pays d'Europe occidentale. On pourrait rajouter aussi, pour bien comprendre cette situation, un certain contexte idéologique. Hein. N'oublions pas que la guerre froide commence dans la période de l'après-guerre. Et donc, la France, certes, est dans le camp occidentale, dans le camp des États-Unis, donc du côté des démocraties libérales, capitalistes, mais il y a de l'autre côté un autre modèle, le modèle soviétique, où l'État, là pour le coup, c'est la caractéristique d'une économie socialiste, c'est une économie collectivisée, c'est-à-dire que là l'État dirige l'intégralité de l'économie de ces pays. La France, qui au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout en basculant dans le camp occidental, possède un parti communiste notamment qui est très puissant, hein, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier parti politique de France. Ce parti communiste donc va influencer aussi la politique du gouvernement auquel il va participer jusqu'en 1947. Et je dirais que cette influence internationale du modèle soviétique va aussi expliquer que la France, en quelque sorte, avec cet État-providence, mais ce n'est pas le seul pays d'Europe occidentale, va mettre en place une espèce de compromis entre le système capitaliste, libéral, au sens pur, et le système socialiste, hein, puisque avec cette omniprésence de l'État dans l'économie, dans le social, dans son rôle à la fois planificateur, organisationnel, mais aussi un rôle redistributeur, on l'a vu, on peut dire qu'on est dans certains domaines à cette époque un petit peu à mi-chemin entre ces deux modèles économiques. Voilà. En guise de trace écrite, je vais vous la donner tout de suite. Sachez qu'après, je vous mettrai aussi sur Pronote quelques définitions qui sont qu'il faut connaître, celle de l'État-providence, celle de l'interventionnisme, c'est un petit peu ce qui caractérise l'action de l'État durant cette période, et celle de fonction régalienne, je crois, qui là aussi, bon, je pense que c'est des... Vous l'avez peut-être, cette définition, mais il vaut mieux l'avoir deux fois que pas du tout. Alors, trace écrite. En France, l'État joue un rôle central depuis l'époque moderne. Il a construit l'État-nation et a mis en place des structures administratives durant la période révolutionnaire qui existent toujours aujourd'hui. Je vous parlais par exemple tout à l'heure des départements, des lycées ou d'autres formes d'organisation étatique. Après la Seconde Guerre mondiale, en plus de ses missions régaliennes, l'État s'est vu confier la tâche de garantir le lien social. Pendant les 30 glorieuses, l'expansion de l'administration se poursuit avec la mise en place de l'État-providence. L'État devient de plus en plus dirigiste et voit ses missions s'étendre dans les domaines de la santé, c'est bien sûr la création de la sécurité sociale en 1945, du travail,
droit d'obtenir un emploi en 1946, c'est dans la Constitution, c'est-à-dire que chaque Français, au même titre qu'il a le droit de s'exprimer, au même titre qu'il a le droit de se déplacer, au même titre qu'il a le droit de choisir librement son conjoint, a le droit d'avoir un travail. Donc c'est un droit nouveau qui, bien sûr, avec la période de chômage qui va commencer dans les années 70, ne sera plus respectée, mais il faut savoir que c'était inscrit à ce moment-là dans la Constitution. Donc, dans les domaines, je le disais, de la santé, dans les domaines du travail et de l'éducation, obligation scolaire portée à 16 ans en 1975. L'État devient aussi un acteur économique majeur. Les nationalisations qui ont lieu après la libération, alors quelques exemples de nationalisation, la Banque de France, Renault, on l'a dit, Air France, EDF, Thomson, etc. Et la planification de l'économie accroissent ses capacités interventionnistes. Point. On peut s'arrêter là, même si on pourrait en dire beaucoup plus. Mais voilà un petit résumé de la période 1945, année 1970. La prochaine fois, donc, je vous donnerai un travail à faire qui porte donc sur la seconde période qui va des années 1980 jusqu'au début du XXIe siècle. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de vous porter bien, de bien vous porter plutôt, pardon, de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine fois.